Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. On apprend dans le journal ce matin que le fisc a dans sa mire l'ex-conjointe d'un puissant dirigeant de cartel mexicain qui a vécu vraiment la grosse vie à Montréal. Jean-Louis Fortin est directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Salut Alexandre. C'est drôle, un gros train de vie, mais tu déclares peu de revenus. Hein? C'est particulier ça. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, hein, que beaucoup de gens se font prendre. Hein. C'est jamais par la police, c'est par les autorités fiscales. Le cas qui nous intéresse ce matin, puis c'est vraiment une enquête à lire là, de ma collègue Nora T-Lamontagne dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. On parle de Jennifer Camacho. Jennifer Camacho, qui est-elle? C'était, parce qu'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, mais c'était la femme de Abigail González Valencia, là, surnommée El Queenie, un des blanchisseurs d'argent du cartel Jalisco Nouvelle Génération, selon les autorités américaines. Le cartel Jalisco Nouvelle Génération, là, c'est l'un des plus puissants et les plus violents aussi au monde. C'est une organisation qui brasse beaucoup d'argent, notamment avec le trafic de cocaïne et d'armes à feu. Et Jennifer Camacho a habité à Montréal pendant au moins 5 ans, au début des années 2010. Mais tu vas voir que elle avait un train de vie là, assez considérable. D'abord, elle avait acheté un penthouse à peu près $1 million, puis qu'elle a rénové pour $650 000. Fait que déjà là, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Elle roulait dans un Land Rover qu'elle a ensuite échangé pour une BMW X5, qu'elle a ensuite échangé pour un petit VUS Mercedes. Fait que tu vois que ça prend des revenus conséquents. Elle envoyait ses enfants à l'école privée. Elle payait, Alex, $1 000 par mois pour son gym. Alors, on voit là que c'est un mode de vie qui est tout sauf standard. Et là, quand Revenu Canada regarde, mais qu'est-ce que tu as déclaré au fisc comme tes rentrées d'argent annuelles? Puis elle avait un petit restaurant, mais elle déclarait 4 000, 5 000 $ par année. Bon. Attends, pas par mois, par année? Non, par année, effectivement. Mais elle avait un penthouse, ça se promenait en BM, puis... Une amatrice? Ben oui. Ben, c'est là que le procureur général du Canada dit aujourd'hui, puis le procès va avoir lieu en 2027, mais il dit, ben, tu nous as au moins caché 2,5 millions de dollars en revenus, au minimum. Ben oui. Et tu nous dois, là, minimalement aussi 1,1 million de dollars d'impôts. Ce que Mme Camacho rétorque via ses avocats, c'est, ben, de un, je n'étais pas résidente du Canada. J'avais plutôt, même si j'avais un penthouse à Montréal, moi, je demeurais plutôt au Mexique. Puis ça, c'est un peu douteux parce que, bon, ses enfants allaient à l'école privée à Montréal. Donc, tu sais, en tout cas, les avocats du gouvernement canadien sont pas d'accord avec ces prétentions-là. Fait que d'une part, j'habitais au Mexique, puis d'autre part, c'était des virements bancaires de mon ex-conjoint, mais c'était pas imposable, ça. J'avais pas payé d'impôt là-dessus. Tout l'argent qui me transférait. C'était des dons de charité, c'est quoi? Ben écoute, ces avocats devront le présenter devant le tribunal. Mais ce que ça montre aussi, Alex, c'est que les organisations criminelles comme ça ont beaucoup d'imagination quand vient le temps de sortir l'argent ou de légitimer l'argent du crime organisé, selon les prétentions de la police. C'est que toute une nébuleuse de compagnies, tu verrais l'organigramme là, des sociétés à numéros qui existent pour transférer l'argent. C'est assez impressionnant. Et donc, voilà, on verra qui aura gain de cause dans cette histoire-là. Mme Camacho n'habite plus à Montréal en ce moment, elle serait retournée au Mexique. Mais il y a des choses certaines... Il y a des beaux penthouses au Mexique aussi, Jean-Louis. Je suis convaincu qu'elle peut s'en payer. Mais vous lirez ça ce matin sur l'application, sur le site web ou dans le Journal de Montréal. C'est assez impressionnant, avec 4 000 $ par année de revenus, ce qu'on peut s'acheter à Montréal. Ça va vous donner le goût d'aller faire votre 8 heures de travail aujourd'hui. Exactement. T'as dit qu'à nous autres, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris, nous autres, mais en tout cas. Pendant ce temps-là, Jean-Louis, il y a le gouvernement Fréchette qui a annoncé une entente de 2 millions de dollars avec Ottawa pour lutter contre le crime organisé, mais vraiment dans les communautés autochtones. Oui, et tu sais, on peut reprocher au gouvernement Fréchette de multiplier des annonces préélectorales, puis de dépenser de l'argent parce qu'il faut qu'ils montrent qu'ils en ont, puis effectivement, on veut plaire à un électorat, mais
ce 2 millions de dollars-là, il n'est pas anodin. Puis je peux te dire qu'au cours des derniers mois particulièrement, je me suis entretenu avec des gens qui me faisaient état de la situation dans certaines communautés autochtones, principalement sur la Côte-Nord, quant à la présence du crime organisé grandissante dans ces communautés-là. Puis c'est un vrai fléau. Ce que Yann Lafrenière a annoncé hier, là, c'est pas beaucoup d'argent, là, c'est 2 millions de dollars pour créer une sorte des escouades mixtes. Donc, avec les corps de police de ces communautés-là et la Sûreté du Québec, on va travailler ensemble. Mais ce qui se passe, c'est vraiment, vraiment préoccupant, là, c'est que des organisations criminelles, comme les Hells Angels, par exemple, vont s'installer dans ces communautés-là de plus en plus, vont littéralement parfois louer des résidences, c'est-à-dire que, par exemple, je te donne 2000, 3000 pièces par mois, je m'installe ici, puis là, souvent, les gens des Premières Nations vont habiter ailleurs, dans leur famille, et les Hells Angels, donc, habitent sur le territoire et vont pouvoir avoir une espèce un camp de base pour écouler leurs marchandises, écouler des stupéfiants, écouler des armes également, et envers une population qui est extrêmement vulnérable. On sait, hein, des problèmes de consommation sont surreprésentés dans ces communautés-là. Et donc, les crimes organisés s'incrustent au cœur de ces communautés. Et 2 millions de dollars, je te le dis, ça ne sera pas assez. Là. Il y a tellement de ménage à faire là-dedans. Quand on me racontait là, à quel point, parfois, quand il y a des livraisons de cocaïne qui arrivent, les enfants vont plus à l'école. Des adolescents qui sont accros à ces substances-là. Alors, c'est la pointe de l'iceberg, c'est le début de quelque chose. Mais certainement que dans ces communautés-là, qui sont souvent négligées, faute parfois de moyens, hein, il va y avoir tout un travail à faire pour nettoyer de la présence du crime organisé. Mais pas juste à Côte-Nord, là. Au Saguenay, en Abitibi-Témiscamingue, on parle de la Rive-Sud de Montréal aussi, Kanawake, la Gaspésie. C'est vraiment une problématique à prendre au sérieux par le ministère de la Sécurité intérieure et par la Sûreté du Québec et par tous les corps de police autochtones aussi. Il faudra au moins rajouter un zéro à cette annonce-là, dans le sens que les besoins sont beaucoup plus grands que le 2 millions annoncé. Jean-Louis, tu sais qu'on est en compagnie de la fierté de la Côte-Nord, hein, la future mairesse de Chute aux Outardes, Isabelle Perron. Non, mais Isabelle, toi, tu viens du coin. Ce que Jean-Louis décrit, c'est-tu des fois quelque chose que tu entends, que tu as pu constater? C'était comme ça aussi dans le temps où j'étais là, mais c'est vrai que ça a augmenté, puis ça inquiète les gens de là-bas aussi, parce qu'il a commencé à avoir des tirs en pleine rue, ce qu'on ne voyait pas vraiment avant non plus. Donc oui, en dehors, on parlait des réserves, mais même dans les villes, on pense à Sept-Îles et Bécomo, là aussi, c'est vrai qu'il y en a qui commencent à craindre un peu leur sécurité. Et ce sont des nouveaux marchés, parce qu'on le sait, hein, le crime organisé plus traditionnel, les Hells Angels en font partie, mais dans les grandes villes, leur suprématie, leur hégémonie est mise à mal par des petits gangs de rue. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu développes des nouveaux marchés, tu renforces ta présence dans ces communautés-là, là où tu as moins de concurrence, tu as moins de gens qui peuvent vouloir le territoire aussi. Ouais. Donc, on observe un déplacement, malheureusement, vers ces communautés-là, puis c'est très, très préoccupant. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Louis.